Pour une des dernières conférences de la journée, une table ronde, effectivement, la région soutient les entreprises d'Occitanie. Donc on va parler aujourd'hui effectivement d'un dispositif que la Mêlée, mais pas seulement nos partenaires aussi de la CCI, de la CMA ou de la Mêlée Adour opèrent. Et on va vous expliquer un petit peu effectivement les tendances et les choses à venir au sein de la région pour aider les entreprises dans leur transformation digitale. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Berthe. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que, bon, on va faire comme ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu directement Oui, bien sûr. auprès des Donc, spectateurs? Christophe Berthe, je travaille donc à la Chambre de métier et de l'artisanat de la région où je m'occupe de l'appui aux entreprises, notamment sur le volet numérique. Merci beaucoup. Et on accueille également Christophe Blasquez. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis cofondateur de la Mêlée Adour et on est donc cousin de la Mêlée et on existe depuis 2014. Nous sommes implantés sur Tarbes et dans le dispositif sur l'accompagnement des PME-TPE, transformation numérique et cybersécurité, donc sur le territoire des Hautes-Pyrénées, bien évidemment. Merci beaucoup. Et on est également avec Paul Communet et Rémi Hazard. Voilà, donc, merci à tous d'être là. Donc, nous, on est Social Quarter. Nous sommes une entreprise qui est à la fois sur Toulouse et sur Montpellier. On est spécialisé dans le social media. Donc, pour ma part, c'est la publicité. Donc, tout ce qui est stratégie et mise en place de campagnes publicitaires sur des réseaux comme Facebook, Instagram, Google, LinkedIn. Voilà, tout ce qui touche au réseau. Et Rémi, sur la partie communication, donc tout ce qui va être stratégie de contenu, prospection, tout le côté organique, on va dire le côté gratuit des réseaux sociaux. Voilà. Et je suis donc Bastien Ingveller, donc le responsable innovation, transformation numérique au sein de la Mêlée, même si les choses ont changé, parce qu'on a Constance de Seine qui est de retour avec nous depuis peu. Voilà. Donc du coup, il y a également en ligne Pauline Binot, mais c'est les joies de la visio et de la technologie. Effectivement, Pauline est en train de se connecter avec nous, donc elle prendra la parole dès qu'elle sera connectée, mais qui est en charge effectivement au sein de la région de ce programme transformation numérique des entreprises et cybersécurité, dont on va parler un petit peu plus en détail. Donc sachez que c'est un programme qui a duré depuis 3 ans, qui se termine en décembre, et qui avait pour volonté effectivement d'accompagner et de sensibiliser les entreprises dans leur transformation numérique. Et donc de nombreux événements ont eu lieu au sein de nos différentes structures à l'échelle de l'Occitanie pour pouvoir effectivement faire la promotion de la transformation numérique et cybersécurité des entreprises. Est-ce que justement, Christophe, est-ce que tu veux commencer un petit peu à raconter comment ça s'est passé chez vous? Oui. Quelles sont un petit peu les actions que vous avez pu faire? Alors, dans le cadre de ce programme, on a donc 2 volets, un volet de sensibilisation et un volet d'accompagnement. Sur le volet de sensibilisation, il s'agissait essentiellement de démystifier un peu, d'acculturer, j'allais dire, l'ensemble des entreprises artisanales à la fonction numérique. C'est pas forcément quelque chose qu'ils maîtrisent assez facilement, c'est quelque chose qui est devenu prégnant, j'allais dire, suite aux événements qu'on a pu connaître sur l'année 2020. Donc la sensibilisation a vraiment été utile dans ce cadre-là. Et puis le deuxième volet, c'est un volet d'accompagnement. Donc là, l'idée était de faire un pré-diagnostic, j'allais dire, de la situation de l'entreprise au regard de leur transition numérique. Alors vous comprenez bien qu'on a 4 secteurs d'activité différents qui sont l'alimentaire, la production, le bâtiment et les services. Donc sur ces 4 secteurs d'activité-là, désolé, il y a les affaires qui nous appellent, on va couper. Une entreprise, ça c'est le direct. Une entreprise qui souhaite être accompagnée. Voilà, c'est une entreprise qui souhaite accompagner. Donc, en fonction des métiers, l'appétence et même le besoin vis-à-vis du numérique n'est pas tout à fait le même si, puisqu'on est à peu près au moment du bilan, on a fait pas loin de 900 pré-diagnostics sur ces 3 dernières années. La demande essentielle qui ressort de tout ça, c'est le contact client. C'est bien, hein, il y a les réseaux sociaux, la vente. c'est majoritairement ce domaine-là. Si on prend les 10 items qui sont mis en priorité, dans les 10, c'est la relation client. Voilà. Alors, très loin derrière, on va trouver la gestion d'entreprise, on va trouver la partie production et ainsi de suite. Mais on a vraiment un décalage, c'est-à-dire que l'item premier, c'est relation client. Voilà. Merci beaucoup. Et quelles étaient un peu les cibles, justement, quel était le type d'entreprise qui ont le plus sollicité les accompagnements au sein de la CMR? Alors, les entreprises qui nous ont plus sollicité, c'est pas le secteur du bâtiment, c'est certainement celui qui a été le plus faible dans le dispositif. C'est
beaucoup d'activités de production, notamment à travers le secteur des métiers d'art, puisque c'est le secteur dans l'artisanat qui a le plus été impacté par la crise. Tous les événements, tous les salons professionnels sont complètement arrêtés pendant quasiment 2 ans. Ça redémarre là, j'allais dire, en fin d'année 2021. Donc eux, ils ont eu besoin véritablement de reporter leur activité sur de la vente en ligne. Ça a été l'élément phare. Après, sur les autres secteurs, comme par exemple l'alimentation, nous, c'est un secteur qui a, en fin de compte, été peu touché par la crise, donc peu sensibilisé, parce qu'eux aussi, ils ont une activité avec une clientèle de proximité. Donc, à part les notions de click and collect, la transformation digitale est quelque chose qui n'est pas forcément essentiel pour eux. Voilà. Très bien. Ouais. Et peut-être un peu la même question, Christophe, au sein de la Mêlée Adour, comment ça s'est passé ce programme sur 3 ans? Quels étaient un peu les retours, le bilan un petit peu de ce programme? Alors de notre côté, nous on avait déjà mené un certain nombre d'actions avant cet appel à projet sur du collectif, sur la sensibilisation collective, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Et cet appel à projet allait nous servir à renforcer les actions sur le territoire des Hautes-Pyrénées. À la différence de ce qu'on vient d'entendre, nous au départ on est multisectoriel, on s'adresse à des entreprises de tout secteur d'activité. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête du bilan, mais on a été bien dans la cible de ce qui était recherché, puisqu'à 85% des entreprises qu'on a sensibilisées en collectif, il s'agit de PME, TPE, éloignées du numérique. Alors, on a touché effectivement sur les 15% restants, ça a servi aussi à sensibiliser des entreprises un petit peu plus grosses. Et deuxième volet, ça a été de l'accompagnement individuel. Donc nous, par rapport à ce qui vient d'être dit, on n'avait pas vraiment de prestations de diagnostic. C'est-à-dire on allait directement sur des accompagnements qui, la plupart du temps, nous sont arrivés suite à des ateliers collectifs d'entreprises qui venaient se renseigner sur les possibilités offertes par le numérique et qui avaient besoin d'aller plus loin sur la mise en œuvre opérationnelle au sein de leur structure. D'accord. Ouais. Et donc moi, si je faisais un petit peu le bilan aussi pour la mêlée, c'est vrai que nous on a organisé énormément d'événements pendant 3 ans sur cette thématique. Donc on est sur plus d'une centaine d'événements, donc ça a été vraiment un gros succès également. Ça s'est très bien passé. Et de la même façon, en fait, sur les accompagnements, on a accompagné près de 70 entreprises dans leur transformation digitale, avec un petit décalage à cause du Covid, qui est vraiment, peut-être on n'en a pas parlé, mais effectivement le programme a été lancé avant la période du Covid. Et donc de ce fait-là, quand il y a eu le confinement et toute cette période-là, ça a été très compliqué de mettre en œuvre des choses. Donc ça a décalé un petit peu le planning, et c'est pour ça d'ailleurs que le programme s'est terminé 6 mois plus tard. Donc pour que vous preniez conscience, donc il y avait un autre opérateur aussi, la CCI, qui n'est pas présent aujourd'hui. Et donc on avait régulièrement des réunions tous les 4 avec la CCI pour effectivement et la région pour mettre en œuvre ce programme qui était vraiment un programme stratégique pour la région pour pouvoir accompagner sur la transformation digitale les entreprises. Donc vous interviendrez dans quelques instants pour raconter vous comment vous avez accompagné effectivement une entreprise. Donc voilà, donc du coup les accompagnements, pour que les gens comprennent, c'est des accompagnements où la région prenait en charge 50% des prestations réalisées par effectivement les experts en digital qui allaient pouvoir, qui sont intervenus et qui interviendront encore, puisque le projet n'est pas terminé, il se termine fin décembre. Donc on meuble un peu en attendant que Pauline se connecte. Apparemment, les joies de la technologie, je l'ai déjà dit ce matin, en fait, cette mêlée numérique est un vrai défi humain, parce qu'on réunit près de 400 speakers sur une semaine, sur à peu près 150 sessions, mais c'est aussi un vrai défi technologique, parce que depuis l'année dernière, l'événement est en phygital, avec des spectateurs qui sont en ligne, mais également des participants qui sont en visio. Donc ce sont les aléas du direct, comme on pourrait dire, et les aléas de la visio. Tu veux rajouter un élément? Ouais, j'avais oublié, c'est pour compléter ce qu'a dit Christophe aussi sur les thématiques. Même si nous, on ne faisait pas des diagnostics en bonne et due forme, en fait, et puis ça fera aussi la transition pour tout à l'heure, nous on a eu, puisque tu parlais de Covid, de la part des PME, TPE locales, beaucoup de demandes sur tout ce qui touche au commercial, au commerce, même si on n'accompagnait pas des commerçants sur cette opération. Donc ce qui a été important, c'est d'arriver à maintenir l'activité ou d'essayer de la maintenir, et tout ce qui touche aussi au marketing et à la communication.
Donc bien évidemment, en particulier sur le premier confinement, ça a été accéléré en fait, donc ça nous a servi, puisque avant Covid, sur certains secteurs, c'était très compliqué de leur parler des bienfaits de la transformation numérique. Là, ils se sont confrontés au fait que s'ils n'étaient pas présents du tout sur Internet, ça paraît bizarre quand on le dit, mais ça existait encore avant Covid, ils n'ont aucune visibilité. Et donc, ils n'existent plus, puisqu'on ne pouvait plus circuler. Donc voilà, en fait, et c'est vrai que les autres thèmes, parce que nous, on avait prévu sur 3 ans de faire des ateliers de sensibilisation, je pense qu'on y reviendra, mais un peu sur tous les thèmes de la transformation numérique. On parlait de production, ça peut être des outils de type ERP, etc. Mais le gros de la demande, ça a été sur ces sujets. Et on l'a retrouvé, bien évidemment, sur les accompagnements individuels qu'on a déroulés derrière. Ça a été plutôt sur les outils, notamment de type médias sociaux, web marketing et tout ce qui touche à la communication. Oui, c'était le même constat chez nous. La principale demande des TPE-PME était vraiment orientée vers le marketing digital, plus que sur des outils techniques ou la mise en place d'un SI, etc. On voit que le besoin était de gagner en visibilité. Alors malheureusement, comme cet appel à projet avait commencé bien avant le Covid, les commerçants n'étaient pas éligibles. Donc vous vous doutez bien qu'on a eu des centaines de commerçants qui souhaitaient effectivement pouvoir bénéficier de l'opération et du soutien de la région durant la crise. Et après, on va dire après, la crise n'est peut-être pas terminée, mais voilà, depuis la fin des confinements. Mais c'était pas possible. Mais c'est des choses effectivement que va nous présenter Pauline et qu'elle expliquera effectivement que la région a tenu compte de tous ces éléments pour le futur et pour pouvoir faire évoluer justement ce système, quoi. Alors je sais pas si est-ce que la régie nous dit, est-ce qu'on y est peut-être, on est loin. Est-ce qu'on a une solution de contournement? Oui. Bon, très bien. Donc vous voyez, ça c'est la transformation digitale de la mêlée elle-même. Voilà, c'est le fait de faire tous les événements en figital. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Christophe? Peut-être prendre des questions dans le public après. On peut prendre des questions, bien évidemment, c'est pas un souci. Non, rajouter que c'est effectivement un programme qui pour moi était une première étape, j'allais dire, dans la transition numérique des entreprises. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Je vois par rapport aux petites entreprises qu'on accompagne, nous, les artisans, c'est 0,10 salariés et la grande majorité, c'est 0 salariés. Il n'y a qu'un dirigeant et sa conjointe, la plupart du temps, ou son conjoint. Faire un pré-diagnostic ou faire, j'allais dire, une sensibilisation, ce n'est qu'une marche, mais une marche toute petite. Derrière, il faut basculer sur un véritable accompagnement par des professionnels. Nous, on est en capacité de faire, j'allais dire, cette première marche. Derrière, après, il faut que le relais soit pris par des professionnels pour qu'on passe à l'acte. Dire à un entrepreneur il vous manque telle ou telle chose pour être plus visible et ainsi de suite, c'est très bien. Mais si derrière personne ne prend le relais pour faire les choses, parfois ça s'arrête à la préconisation et c'est dommage. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu un autre constat aussi, c'est que très souvent, en fait, les entreprises sont un petit peu perdues dans la roadmap de tout ce qui est à faire, quoi. C'est-à-dire que c'était bien, effectivement, d'avoir le soutien de la région, etc. Mais la priorisation, entre guillemets, des actions à mettre en place par les TPE-PME est parfois un petit peu complexe parce qu'effectivement, on le sait que si jamais vous avez un site web, après, il va falloir travailler sur son référencement, etc. Il y a des choses, des ordres qui sont logiques, mais pour, effectivement, des personnes qui sont un peu plus loin de tout ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez dans votre activité, c'est peut-être un petit peu difficile de gagner en lisibilité, quoi. En tout cas, nous, ce que ça a fait d'intéressant aussi au sein de la mêlée, c'est que ça nous a permis de fédérer un groupe d'experts justement en transformation numérique qu'on remercie. Nous, on a un groupe à peu près de 70 experts du coup qu'on a fédéré suite à cette opération, qui sont ceux qui sont intervenus pour le compte effectivement des entreprises qui ont bénéficié de l'accompagnement. Et donc on remercie Élise Brunet qui est derrière un petit peu en stress, mais effectivement qui a porté avec brio ce programme durant toute l'année et qui effectivement était en relation avec les experts. Donc c'était un vrai plaisir et on remercie les experts pour leur mobilisation sur ce sujet. Et du coup, ça va nous faire basculer directement sur le deuxième sujet. Alors peut-être s'il y avait des questions dans le public. Vous avez des questions? Pas du tout. Alors sachez que on va basculer sur directement la deuxième partie, puis on y reviendra après sur Pauline. Ah, une question au fond, oui. C'est justement l'intérêt de où commencer le conseil et où s'arrêtait-il votre conseil d'initiative, parce qu'on peut ne pas s'arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, en permanence, même à la réalisation, tout ça. On a
l'idée de dire bon, on a besoin de faire sur un site e-commerce marchand. Donc ça c'est l'idée première. Et ensuite, quel est le conseil que vous allez nous apporter en premier abord? Est-ce que c'est un conseil technique? Est-ce que c'est un conseil d'identification, de référencement? Enfin, c'était ça que je ne comprenais pas quand Alors, votre la question du public, tu vas y répondre si tu veux, Oui. mais il faut que je la résume parce que les gens en ligne Bien sûr. n'ont pas forcément la question, mais c'était savoir où est-ce qu'on s'arrête le conseil en fait, jusqu'où vont les experts effectivement dans leur accompagnement. Pour nous, c'est assez facile, hein, parce que de toute façon, on n'a aucune compétence technique informatique. On a une connaissance de généraliste, d'accord? Donc, en aucun cas, on interviendra dans une entreprise pour lui monter un réseau, un ERP ou ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas notre domaine de compétence. Donc, on sait très bien où on s'arrête. On repère effectivement sur un pré-diagnostic une situation. Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce qu'il est référencé? Et ainsi de suite. Et puis, on dit simplement, prenez contact avec un professionnel. Nous, on s'arrête là. C'est le job d'experts qui sont à côté de moi de faire le reste. Moi, je suis incapable, c'est pas mon domaine de compétence de faire ce genre de choses. Voilà. Donc c'est assez facile pour nous de savoir où on doit s'arrêter. Hein. Après, c'est peut-être plus compliqué pour la mêlée parce que effectivement, il y a à la fois une partie conseil et une partie peut-être de prestation qui est possible de faire derrière. C'est pour ça que Christophe parlait de diagnostics qui étaient parfois des accompagnements complets, puisque eux ont la capacité d'aller au-delà. C'est bien aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a une pluralité d'acteurs qui font qu'à un moment donné, on a des prestations entre guillemets qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Alors pour compléter ce que vient de dire Christophe, alors nous à la Mêlée Adour, on a effectivement constitué un réseau d'experts aussi par le biais de ce dispositif. On avait déjà des experts, mais là ça a permis de les fédérer. Alors, on en a beaucoup moins que vous sur Toulouse. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on nous arrive de renvoyer sur des experts de Toulouse si on n'en a pas sur l'Adour. Ce qui se passe, c'est que nous, sur la prestation, puisqu'on répondait effectivement à un cahier des charges, alors ça date un petit peu, qui est paru en 2018, nous on avait répondu, chaque opérateur a répondu avec son expertise, son savoir-faire. Nous, c'est un peu pareil, c'est qu'on s'est dit... on intervient sur ces accompagnements individuels, c'est une sorte d'audit. Je simplifie le truc, je vais dans une entreprise, une PME-TPE, je fais des constats et je fais des préconisations. Et nous, les experts qui sont intervenus, finalement, dans certains domaines, pouvaient intervenir, mais pour ne pas être jugés partis, en fait, ils se sont arrêtés à l'accompagnement individuel. Et en disant, voilà, il faut un ERP, ça pourrait améliorer votre process, ou il faudrait... mettre en place un site web avec des réseaux sociaux pour amener du trafic. Et même chose, c'est prenez contact avec un professionnel. Par contre, voilà, je prenais la parole pour dire que au-delà du constat, on a fait le même, que les gens ne savaient pas par quel bout s'y prendre sur le numérique. Il faut vraiment imaginer qu'on est sur des très très petites entreprises. Donc nous, c'était pas trop le public des artisans, mais c'était des petites entreprises industrielles de moins de 10 personnes sur le territoire de Tarbes et environ. Donc sur des choses qui nous paraissent très très évidentes à nous, des fois ils n'avaient pas de site internet, ou ils n'avaient rien du tout. Et c'est de dire par quel bout je m'y prends, et par où je commence. Et surtout, nous, les consultants qui ont été missionnés, c'était pour dire, voilà, si on veut vraiment que vous mettiez en place des choses qui vont vous être utiles et qui ne soient pas du gadget. Et le deuxième truc, c'est que derrière, ils ont été souvent en demande de dire, voilà, j'ai besoin de ça, mais vers qui je me tourne? C'est-à-dire le choix du prestataire, souvent ils sont perdus. Donc il nous est arrivé de dire, voilà, on a une liste d'experts, mais après, en aucun cas, on influençait le choix du prestataire derrière. Peut-être, on a une question sur Internet, mais avant de passer à la question, peut-être justement, vous de votre côté, au sein de votre structure, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de dire? Est-ce que justement vous avez constaté peut-être un peu ça aussi, que certaines entreprises sont peut-être un petit peu perdues dans la priorisation des actions à mettre en place, sur le fait de choisir le bon prestataire? C'est souvent un gros budget, un gros enjeu pour eux. Comment vous arrivez à les rassurer?
C'est vrai qu'on a eu l'opportunité de travailler, enfin en tout cas d'avoir des différentes demandes de la part de personnes, d'entreprises qui auraient besoin de se faire accompagner. Déjà pour le choix de l'expert, c'est vrai que là ils sont souvent confrontés à ce qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix, et donc quand il y a beaucoup de choix, c'est difficile de faire son choix. Donc nous on a eu déjà nous dans notre business model, on a cette capacité à pouvoir séparer en tout cas nos deux compétences et à se focaliser sur ce que l'on fait. Donc ça a un petit peu aidé les choix en tout cas de ces personnes-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ils sont un peu perdus. Les entreprises, forcément, c'est pas leur champ d'activité, c'est pas leur compétence, c'est pas leur spécialité, mais c'est le nôtre. Donc c'est à nous de les guider, c'est à nous un petit peu de les amener vers en tout cas l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. C'est un petit peu le plus important. Et après, en général, c'est un petit peu notre rôle. Rémi, tu veux ajouter quelque chose ? C'est ça, oui, c'est qu'on ressent la même problématique, c'est ce besoin d'avoir une roadmap, vraiment un plan d'action clair pour se dire, ok, je veux communiquer sur les réseaux sociaux, je veux faire la publicité sur les réseaux sociaux, mais par où je commence en fait ? Quel type de contenu je dois créer ? Comment je peux promouvoir mon offre à travers les réseaux sociaux ? On a tous une utilisation des réseaux sociaux personnels, mais dès qu'on passe du côté pro, il y a vraiment des compétences à développer, et à travers en tout cas nos accompagnements, c'est ce qu'on propose, c'est qu'on va donner toutes les clés à la personne qu'on accompagne, on va le faire passer à l'action à travers chaque séance, on lui donne des exercices à faire, nous on reste derrière on reste disponible à travers une messagerie en ligne, donc nous on échange via WhatsApp pour que la personne elle soit pas juste en fait de la théorie, qu'elle puisse directement passer à l'action et qu'elle reste pas bloquée jusqu'à la prochaine séance. Et c'est vraiment un accompagnement qui derrière après va lui faire développer des compétences, et elle saura vraiment où aller et quel type d'action mettre en place pour atteindre ses objectifs. Et encore que là, si on repositionne dans le contexte, c'est quand les gens ont déjà décidé de travailler sur les réseaux sociaux, parce que la personne peut se dire, avant de travailler sur les réseaux sociaux, il faut que je refasse mon site web, il faut que je mette en place peut-être un CRM, il faut que je mette en place d'autres outils pour structurer ma société et faire ma transformation digitale. Donc on a la question, et après je crois que Pauline c'est bon, on va pouvoir la partager. Malheureusement non. Donc du coup, oui, tout à fait, on va avancer. Donc je vais poser la question. Donc on a une question de Ludiclas qui dit effectivement que comme beaucoup d'entreprises souhaitent se tourner vers effectivement le marketing digital suite au Covid, est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'acteurs pour continuer à les aider, ou est-ce que c'est saturé ? Donc moi je pense qu'il y a toujours suffisamment de monde et qu'il y a encore beaucoup de capacités à pouvoir accompagner les entreprises, mais effectivement la question se pose. Christophe, qu'en penses-tu ? Alors, je pense qu'effectivement, il doit y avoir suffisamment d'entreprises, à mon sens. On a en Occitanie, artisanat, commerce, on doit avoir à peu près 400 000 entreprises immatriculées. Si déjà on en avait la moitié qui passait par un prestataire informatique, je pense que ça serait pas mal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, loin de là. De ton côté, Christophe, également ouais. Alors, je pense qu'il y a effectivement suffisamment de prestataires. Après, comme on l'a quand même évoqué, il y a une forte demande qui s'est accélérée dans certains domaines, dont ça a été lié à tout ce qui a été la commercialisation en ligne. Donc après, vous pourrez peut-être mieux répondre que nous, mais je pense peut-être que les délais les délais sont peut-être un petit peu rallongés, comme dans plein d'autres secteurs. Ce qu'on commence à voir apparaître, c'est pas nouveau, mais c'est de la pénurie de compétences dans certains domaines de l'informatique. Et là, par contre, tout ce qu'on entend dire, parce que nous on travaille aussi sur le domaine de l'emploi, comme la mêlée, depuis très longtemps, emploi numérique, il y avait pénurie sur certains métiers et ça commencerait à arriver. Là, on n'avait pas du tout sur les métiers de communication ou autres, a priori, mais on a peut-être plus d'infos que moi, on commencerait à avoir une pénurie assez globale de talents. Donc ça jouera pour l'instant, on n'y est pas, mais peut-être qu'à moyen terme, ça risque de jouer. C'est vrai que sur les métiers en lien avec des développeurs, par exemple développeurs e-commerce, des choses comme ça, aujourd'hui il y a une pénurie. Si vous voulez faire un site Magento, des choses comme ça, c'est pas le bon moment, il y a quand même globalement une pénurie. Mais sur l'ensemble des activités, par exemple sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez encore des concurrents, ça va Moi personnellement, j'ai vécu la situation du premier confinement en étant à mon compte. Et c'est vrai qu'avant cette période de crise sanitaire, je n'aurais pas dit que le marché était saturé, mais c'est vrai qu'il y avait une forte concurrence qui s'était installée vis-à-vis de la demande qu'il y avait. Dès qu'il y a eu la crise sanitaire, moi je me souviens les 2 premières semaines après le confinement, j'ai eu beaucoup plus de demandes. J'avais des demandes tous les jours de personnes qui avaient besoin de communication, de publicité ou quoi que ce soit. Et en gros, j'aurais pas dit que ça aurait été un accélérateur toute cette crise sanitaire, mais
Ça a en tout cas augmenté la demande et donc du coup je pense qu'il n'y a pas vraiment en tout cas de marché saturé. Je pense comme on le répète souvent, on a tous quelque chose à apporter, on a tous nos propres compétences, on est tous différents et on se complète un petit peu. Je pense que ce qui va manquer, c'est les bons experts, non? Alors, Toujours. Les bons experts, il y a pénurie de bons experts, quoi, mais... Après, justement, c'est si là on reste sur la partie expert, c'est arriver aussi à se différencier de la concurrence. Comment? Est-ce que vous allez vous nicher sur un secteur d'activité en particulier? Du coup, vous allez être vraiment l'expert dans ce domaine d'activité. Est-ce que c'est dans la restauration? Est-ce que c'est dans les commerces locaux, etc. Et puis après, voilà, de trouver vraiment votre différenciation. C'est vrai qu'avec nous, Paul, on propose autant la partie publicité que communication. On accompagne les entrepreneurs sur leur lancement. Donc voilà, on a pris ce segment-là. Mais après, voilà, c'est d'arriver à trouver cette petite différenciation. Et pour rebondir sur, moi je pense que c'est surtout une prise de conscience de la part aussi des entreprises, grâce au Covid, si j'ose dire, de dire ouais, on a besoin de communiquer avec nos clients. Comment on fait? C'est vrai que les réseaux sociaux sont le meilleur moyen, puisque direct on humanise au final notre entreprise, notre marque, et ça a permis d'accélérer en tout cas cette demande-là. Oui, parce que c'est vrai que comme disait Christophe tout à l'heure, avant ça, il y avait les gens, ils voulaient pas communiquer sur Instagram, ils ressentaient pas la nécessité de se mettre sur les réseaux sociaux pour être visibles, et ils nous riaient au nez quand on leur disait qu'il fallait faire de la communication sur les réseaux sociaux. Puis la crise s'est passée par là, et ces mêmes personnes-là qui nous riaient au nez se sont retrouvées un petit peu pied au mur et ont dû s'adapter un petit peu de force, quoi, on va dire. Et non, j'allais rajouter que c'est vrai que les entreprises ont du mal à trouver un prestataire, mais pas forcément parce que le marché est saturé, parce qu'ils ne savent pas choisir un prestataire. Donc il faut faire en sorte que vous soyez le plus visible possible. Alors, vous avez tous déjà des opérations de marketing et de communication, mais après il y a des événements. Enfin, je vais faire la promo de 3 choses. 1, la mêlée numérique. La mêlée numérique est une entité entre guillemets qui commence à avoir... je suis gentil, qui a déjà une réputation qui fait que... Au bout de 21 ans. Voilà, au bout de 21 ans. Mais ça monte, c'est exponentiel, c'est pour ça. Donc, qui commence à faire en sorte que c'est un nom qui parle et sur lequel on sait qu'on va trouver des professionnels en dessous. Je sais que la CCIO est en train de mettre en place un annuaire des prestataires du numérique sur l'Occitanie. Donc, c'est un deuxième moyen. Ad-hoc fait régulièrement des salons, mais c'est pas trop orienté vers la recherche d'un professionnel. Nous-mêmes, je vais faire la promo du coup de nos dispositifs, du 15 novembre au 15 décembre, on monte un salon numérique virtuel uniquement à destination des TPE. Donc l'objectif est de faire en sorte... Tu donnes le nom et l'adresse là. Oui, c'est Numexpo et c'est... Alors l'adresse, tu me mets un blanc. C'est visiter Numexpo, vous le trouverez comme ça, sans problème. Il y a visiter et exposer, il y a les deux comme ça. Voilà. L'objectif est de faire en sorte qu'on fasse rencontrer des dirigeants de TPE et puis des professionnels du numérique, puisque on l'a dit tout à l'heure, moi je ne sais pas faire, ce sont des professionnels qui doivent intervenir dans les entreprises. On avait une question dans le public, quoi. Oui. Ça en est clair. Tout le volet, j'allais dire, transition numérique, c'est quasiment, enfin c'est même pas quasiment, c'est un métier nouveau qui apparaît dans la gamme des métiers que doit avoir un chef d'entreprise. J'ai même tendance à dire, il vaudrait mieux pour l'instant qu'ils l'externalisent parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le gérer. Ça, j'insiste là-dessus. Ceci dit, du coup, j'ai perdu le fil de la question. La question, c'est la question du coût, mais la le soutien de la région... C'est évident. Si on regarde aujourd'hui les porteurs de projets et même les entreprises installées, le budget affecté à la communication, au digital et ainsi de suite est extrêmement faible. Je parle là sur mon public, c'est-à-dire les entreprises de 0 à 10 salariés, sur l'artisanat. C'est vraiment effectivement un manque. Ça, alors j'espère qu'ils en ont pris conscience avec la crise du Covid, ça aura au moins eu cet effet positif, parce que c'est un besoin et il faudra à terme qu'il y ait un véritable budget communication affecté à ce type de prestations. Sinon,
ils transparaîtront jamais, c'est pas possible. Et c'est là effectivement que l'histoire du soutien de la région est très intéressante, parce qu'effectivement pour beaucoup d'entreprises, l'élément déclencheur qui a initié ce plan de transformation, c'était justement le fait qu'il y ait le soutien de la prise en charge de la région. Après, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de transformation numérique, on a parlé des réseaux sociaux, de e-commerce, etc. Il faut savoir que ce plan intervenait aussi sur la partie cybersécurité, qui est extrêmement important et qui est une priorité aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup d'attaques, de malware, etc. ces derniers temps. Justement, le fait que beaucoup d'entreprises fassent leur transformation digitale, c'est aussi un moyen, c'est aussi une crainte pour elles d'ouvrir leur système d'information sur l'extérieur et de prendre des risques de se faire attaquer. Donc effectivement, l'objectif de la région était également de soutenir la partie cybersécurité qui est très très importante. Alors je crois qu'on a une bonne nouvelle, on a Pauline qui est enfin connectée. Bonjour Pauline. Alors, Pauline ne m'entend pas, mais en tout cas Pauline est là. Alors peut-être on peut tout simplement lui demander en 5 minutes effectivement de se présenter et de présenter un petit peu le dispositif et nous faire son retour, son bilan un petit peu du dispositif. Et après on rebasculera sur l'accompagnement que vous avez mis en place. D'experts qui ont accompagné effectivement une entreprise, voir comment opérationnellement ça s'est passé. Et donc du coup on a ici effectivement une entreprise qui va pouvoir témoigner des experts. Ah, attention, peut-être au moment où je dis ça. Ah non, pardon, c'est le témoignage. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez qu'on commence par le témoignage justement ou si vous voulez. Voilà. Donc lançons le témoignage. On est en fin de journée, on s'excuse. Un testimonial. Donc, est-ce que vous voulez raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment les interactions justement avec la mêlée, comment la mise en œuvre du programme s'est passée? De toute façon, on va recontextualiser un petit peu avec Rémi. Effectivement, alors là, le témoignage que vous venez de voir, c'était Mélanie, qui est à Montpellier, qui tient un truc qui s'appelle le Drive en vrac. Donc, si je ne me trompe pas, en gros, elle propose aux personnes de livrer, de vendre tout ce qui est des produits de consommation, mais en vrac. Donc, c'est un petit peu. C'est Mélanie? Non. C'est Mélanie, ouais, tu sais. Et donc, pour terminer, et après peut-être qu'on passera à la région, Pauline, donc on a accompagné, notamment sur sa communication Instagram, et c'est principalement Rémi qui a traité avec. Donc, si tu veux continuer un petit peu. C'est ça, oui. Elle avait justement, comme on le disait tout à l'heure, elle avait lancé du coup son projet. Donc c'était de click and collect, donc c'est des produits locaux dans des bocaux où on commande en ligne et on vient récupérer en magasin. Ils font aussi de la livraison. Et c'est de se dire, ok, à travers ce projet-là, comment je communique, comment je me fais connaître au final. Parce que c'est même au niveau local, on a ce besoin maintenant. C'est beaucoup plus, on va dire, très spécifique, très localisé. On va pouvoir beaucoup plus cibler notre communication via les réseaux sociaux que comparé par exemple à un affichage publicitaire où certes on va toucher beaucoup de gens, mais on ne sait pas en fait quel profil ils ont, leur tranche d'âge, etc. Et à travers cet accompagnement, elle souhaitait faire connaître justement son activité. Et donc du coup, j'imagine que votre cliente a rempli le pré-diagnostic et du coup, vous avez pu bénéficier suite à ce pré-diagnostic de l'opération de la région avec une prise en charge. Est-ce que la prise en charge de la région a été l'élément déclencheur? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait quand même fait appel à vos services? Je pense qu'elle en avait besoin, qu'elle le savait de base en fait, qu'elle était consciente du problème, elle était consciente de ce souci qu'elle avait au niveau de la communication. Et je pense qu'en tout cas, ça a été un élément motivant. Je ne dirais pas que ça a été l'élément déclencheur, hein, mais en tout cas, ça l'a motivé vraiment à se lancer en tout cas dans la communication avec Social Quarter. Donc ça a été vraiment une aide pour elle. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle avait déjà beaucoup investi sur le lancement de son projet, de son activité. Et là, le fait de justement passer par le programme de transformation numérique, ça lui a permis pour un investissement beaucoup moindre que si elle n'avait pas pu bénéficier de cet accompagnement, de pouvoir mettre un pied, en tout cas de découvrir la partie sur le marketing digital, l'utilité pour après avoir vraiment un plan d'action clair pour savoir ce qu'il fallait mettre en place. Et la preuve, après derrière, nous on continue à l'accompagner. Elle a également recruté une alternante sur cette partie-là. Donc ça lui a vraiment fait prendre conscience de l'utilité, en tout cas, de notre accompagnement. Et de la puissance que ça peut générer. C'est toujours difficile de mesurer le retour sur investissement des opérations. Justement, c'est un grand jeu pour la région de pouvoir quantifier le ROI de l'opération et les bienfaits que vous apportez à l'entreprise. Mais est-ce que vous avez déjà des éléments, cette intervention concrètement, grâce au soutien de la région, qu'est-ce que
qu'est-ce que ça lui a apporté elle dans son entreprise, quoi. C'est vrai que pour revenir à ça, en communication, il y a un dicton qui dit qu'on sait combien ça va coûter, mais on ne sait pas combien ça va rapporter. Donc c'est vrai que déjà, la plupart du temps, c'est différent avec la publicité, puisqu'on a un retour sur investissement qui est visible de suite, notamment avec la publicité en ligne. Tout ce que ça a apporté au Drive en vrac, déjà, ça a été se constituer une communauté, puisque c'est cette communauté-là qui va la suivre, qui va continuer à engager avec ses publications, qui va parler autour d'eux du Drive en vrac, d'aller commander chez eux, d'aller acheter. Donc ça lui a apporté vraiment toute cette partie notoriété qu'elle n'aurait pas eu si elle n'avait pas été aussi exposée, engagement avec la communauté. Et donc le retour à investissement, je pense qu'on ne pourra pas le noter de suite, mais sur le long terme. Comme avec n'importe quel. Après, elle a pu en témoigner du fait que les clients qui venaient récupérer leur commande, on dit voilà, ça fait 6 mois que je vous suis sur Instagram et le fait que vous soyez beaucoup plus active, je suis au courant de ce que vous proposez, des nouveautés, etc. Voilà. Et au-delà du côté vraiment technique, il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire que ça a vraiment été une transformation, on va dire, psychologie, état d'esprit, de se dire ok, je fais un investissement sur ma communication, je suis accompagné par quelqu'un, parce qu'au final c'est comme un coach, c'est-à-dire on sait des fois les actions qu'il faut mettre en place, on a les idées, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour nous dire ok, ça tu le fais, c'est bien, vas-y, continue, non, tu devrais plutôt faire comme ça. Donc il y a vraiment aussi ce côté vraiment pédagogie qui est vraiment utile, et c'est ce que cherchent en premier lieu au final les différents entrepreneurs et entreprises dans cet accompagnement-là. Oui, surtout que si on recontextualise, effectivement, il y a le sujet de la communication digitale est un sujet, mais il y a effectivement tous les autres sujets de la transformation numérique et de la cybersécurité qui, je pense, apportent beaucoup aux entreprises. On va peut-être récupérer Pauline, si Pauline est avec nous. La régie va pouvoir nous connecter. Bonjour Pauline. La prochaine sera la bonne. Oui. Faut persévérer. Bonjour Pauline. Oui. D'accord, bonjour à tous. Alors je vous entends très mal, on a eu de multiples problèmes voilà, de connexion. Du coup, je n'ai pas pu suivre du coup les échanges que vous avez eus jusqu'à maintenant. Donc Bastien, je veux bien que tu me dises où vous en êtes. Et par contre, je n'entends plus rien. Bonjour Bastien. Je suis désolée, en fait, j'entends juste de multiples voix et rien de clair. Je suis désolée, c'est vraiment très compliqué à suivre là. Là, je t'entends correctement, oui. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce programme, il était parti du constat, d'un retard de l'intégration du numérique dans les TPE-PME d'Occitanie, comme, dans le reste de la France d'ailleurs, hein, et aussi d'un manque de prise en compte, des enjeux de cybersécurité qui allaient avec. Et c'est la raison pour laquelle, la région a mis en place, un dispositif pour répondre à ces enjeux. Donc je pense que ça a été évoqué, mais ça s'est passé en fait par le biais d'un appel à projet qui a été lancé en 2018, qui a permis de référencer 5 opérateurs. Donc la mêlée, bien sûr, qui nous accueille aujourd'hui, la mêlée à Dour,
la Fédération française du bâtiment, ainsi que la CCI régionale et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Et donc ce dispositif, en fait, se déroulait sur deux grandes typologies d'actions. Des actions collectives de sensibilisation à travers des événements, des conférences, des ateliers qui avaient vocation à être organisés partout sur le territoire régional, ainsi que des actions individuelles de diagnostic, conseil et accompagnement des entreprises. Voilà, donc sur cette base commune, en fait, chaque opérateur avait développé sa propre méthodologie. Et donc les actions ont démarré en 2019 et s'étalent là jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc on est effectivement sur le dernier trimestre de réalisation de ces actions. Voilà, donc ça c'est pour la présentation des grandes lignes du programme. Après, je ne sais pas si tu voulais que je donne quelques éléments de bilan, Bastien, ou si c'était pas Bon, ça allait être la encore question le suivante. moment. C'était la question suivante, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments peut-être quantitatifs, qualitatifs du bilan de ce programme? D'accord. Alors en fait, donc là, à ce stade, on a eu, par l'ensemble des opérateurs, environ 250 actions de sensibilisation qui ont pu être organisées sur tout le territoire régional, et auxquelles ont participé plus de 8 700 entreprises, ce qui est vraiment, enfin, ce qui dépasse largement les objectifs qu'on s'était fixés, au départ. Donc, les entreprises qui étaient présentes étaient, de tout secteur en fait, hein, mais avec une présence forte des entreprises, des services et du tourisme. Et avec des sujets, j'imagine que vous l'avez évoqué, mais les sujets qui ont rencontré le plus de succès étant les sujets liés à la communication et à la vente par le digital. Tout ce qui concernait la gestion, le pilotage, l'organisation, la cybersécurité, etc., ont aussi rencontré leur public, bien sûr, mais dans une moindre mesure que ces sujets de marketing et de vente. Au niveau des actions enfin des accompagnements individuels d'entreprises, heu, donc on a eu, alors, elles ont été retardées par la crise, hein, globalement, mais on a eu, à ce stade environ 1 100 entreprises qui ont pu bénéficier de ce type d'accompagnement. Entreprises là aussi issues de tout le territoire, régional. Et qui ont pu, essentiellement bénéficier d'actions de pré-diagnostic et de diagnostic, ciblés. Donc voilà, c'est vraiment un dispositif qui permet d'adresser, énormément d'entreprises. Alors sur des conclusions un peu plus qualitatives peut-être, ce que je peux vous dire, c'est que ce dispositif, a vraiment contribué à cette dynamique en fait d'acculturation et d'appropriation du numérique par les entreprises régionales et qu'il a permis de démocratiser aussi le sujet de la cybersécurité auprès d'entreprises qui n'y étaient pas du tout familières jusque-là. On a pu donc assurer une bonne couverture du territoire régional et amener les entreprises sur des premiers niveaux d'accompagnement. Donc tout ça, a été, enfin, on est tout à fait satisfait du déroulement de ce dispositif. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce programme a aussi permis de mettre en lumière certains besoins. C'est aller plus loin en fait dans l'accompagnement, c'est-à-dire de pouvoir approfondir et préciser les méthodologies d'accompagnement et travailler aussi sur l'appropriation en interne par les entreprises de ces démarches de digitalisation. Et il s'agit aussi, enfin, ce qu'on a pu mettre en lumière à travers ce dispositif, c'est qu'il y a des secteurs cibles qui sont peut-être à mieux adresser, que la digitalisation doit être vraiment un sujet qui est un peu plus orienté à la lumière d'enjeux et il s'agit aussi de adapter les méthodes à la fois de sensibilisation et d'accompagnement aux différentes spécificités d'entreprise, selon leur secteur, leur territoire d'implantation ou les tailles d'entreprise auxquelles on a affaire. Voilà un petit peu ce que je peux en sortir de ce programme.
Merci beaucoup pour ce retour, ce témoignage. On s'excuse vraiment auprès de tous pour les soucis techniques, c'est les aléas du direct comme on dit. Désolé Pauline également. Est-ce que justement, je pense que tout le monde, le programme se terminant bientôt, Pauline, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'avenir justement des dispositifs que va mettre en place la région? Je sais que rien n'est encore finalisé, mais quels sont un petit peu les constats que vous avez pu faire actuellement et les orientations pour la stratégie de soutien des entreprises sur ces thèmes dans les années à venir par la région? Alors, la transformation numérique des entreprises reste un axe fort hein, de la politique régionale. Donc effectivement, comme tu le dis, Bastien, on n'en est pas encore à bâtir les nouveaux programmes d'action en tant que tels. Par contre, il y a tout un chantier qui est mené actuellement sur ce sujet et qui s'inscrit en fait dans le cadre de l'élaboration d'un contrat de filière numérique. Ce contrat de filière numérique, en fait, tourne autour à la fois de la filière numérique régionale et de la transformation numérique des entreprises, tout secteur. Et en ce qui concerne la transformation numérique, ce contrat de filière sur lequel on est en train de travailler, vise à définir les principales orientations et les principales actions, qu'on va mettre en œuvre et à organiser l'écosystème régional autour de, ces plans d'action-là. Donc à ce titre, en fait, il y a tout un travail de concertation qui est à l'œuvre actuellement, avec les représentants de la filière numérique d'une part, mais aussi avec les branches professionnelles, les interpros, les pôles et clusters, pour recueillir en fait l'ensemble des enjeux, des besoins et des préconisations que peuvent avoir les entreprises en matière de transformation numérique. Alors là-dessus, je peux vous faire part des grands enjeux et besoins qui sont remontés de ce travail à ce stade, hein, en sachant que c'est un travail qui est encore en cours. Donc les grands enjeux en fait qui ressortent, c'est favoriser des usages numériques qui soient sécurisés et souverains. C'est bien sûr un enjeu sur l'offre numérique, hein, de pouvoir travailler sur des solutions qui soient sécurisées et souveraines, mais c'est aussi essentiel sur la partie usage, hein, sur les entreprises utilisatrices, dans le choix des offres dans le choix des solutions qu'elles vont faire, mais aussi dans leur pratique et dans leur process interne. Où il y a aussi voilà, des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour être beaucoup plus sécurisées notamment. Il s'agit aussi de favoriser des usages qui soient beaucoup plus sobres et responsables, à la fois du numérique et par le numérique. Là aussi, hein, dans les choix des solutions que vont faire des entreprises utilisatrices, dans leur façon de pratiquer et d'utiliser le numérique en interne, il est possible d'être plus ou moins impactant au niveau environnemental. Et le numérique doit aussi bien sûr être utilisé si possible pour réduire l'empreinte environnementale de l'activité de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Donc on est en fait à la fois dans le green IT et dans le IT for green. Autre enjeu, favoriser l'inclusion numérique, hein, il s'agit vraiment là de pouvoir éviter la fracture numérique et d'irriguer l'ensemble des territoires et des secteurs. Accompagner l'émergence d'une économie de la donnée, où il s'agit là de pouvoir favoriser la création de valeur à partir des données des entreprises, en définissant des modalités d'accès, de traitement, de valorisation des données. Il s'agit aussi de favoriser le développement et l'adaptation des compétences, mais aussi leur maintien en local, puisqu'il y a beaucoup de déperdition. Et donc, quand on parle de compétences, on parle à la fois de la formation des salariés, mais aussi des demandeurs d'emploi et bien sûr des étudiants. Favoriser une digitalisation qui soit aussi plus tournée vers l'offre numérique régionale, puisqu'on a pu constater que les entreprises de la filière numérique vendaient beaucoup à l'extérieur de la région et que les entreprises régionales allaient chercher des solutions beaucoup en dehors de la région. Donc, il y a aussi un enjeu là à faire mieux matcher l'offre et la demande au niveau local. Il s'agit aussi d'accompagner la transformation numérique des entreprises en étant bien au service de la performance, de la résilience et de la durabilité des entreprises. On n'est pas dans le fait d'encourager le numérique pour le numérique, mais bien que le numérique soit un outil au service de la stratégie et de la compétitivité et de la durabilité de l'entreprise. Favoriser la diffusion de l'intégration numérique à tous les niveaux de l'entreprise, parce qu'on est aussi, on ne cherche pas
il ne suffit plus maintenant de toucher que la sphère du dirigeant. Il y a vraiment un enjeu de diffusion et d'appropriation à toutes les strates de l'entreprise. Favoriser un accompagnement à la digitalisation qui soit adapté aux différents types d'entreprises, selon leur secteur, leur localisation, leur taille, et aussi favoriser la lisibilité des offres de solutions et d'accompagnement, puisqu'on a là aussi un défaut de visibilité et de lisibilité qui est remonté assez fréquemment. Donc ça, c'était en fait les grands enjeux qui sont remontés. Au niveau des besoins, ce que je peux vous dire aussi, les besoins qui ont été identifiés de façon transversale auprès de tous les acteurs avec qui on a discuté jusque-là, c'est le fait d'avoir le besoin d'avoir des tiers de confiance et des systèmes d'aide à la décision. Parce que quand les entreprises sont amenées à devoir choisir un prestataire ou une solution, elles sont elles sont nombreuses à être perdues dans ce paysage et à n'avoir ni les connaissances en fait, ni les bons repères pour faire des choix éclairés. Et donc, voilà, est fortement ressorti ce besoin d'avoir à la fois des systèmes d'aide à la décision, des systèmes de référencement, de guides, etc., et aussi des tiers de confiance pour accompagner les entreprises dans tous ces choix. Besoin très fort aussi qui est remonté d'une meilleure interopérabilité des solutions et des systèmes pour l'efficacité des entreprises elles-mêmes et puis de toute leur chaîne de valeur. Ça, c'est vraiment tout secteur qui ont fait remonter ça. Besoin aussi de pouvoir encadrer l'accès, le traitement et la valorisation des données. Il ne s'agit pas que de favoriser la diffusion des données, mais vraiment d'en fournir un cadre. Besoin aussi d'accéder à de la ressource qualifiée, c'est-à-dire une information qui puisse être centralisée, qualifiée pour identifier des solutions, des prestations numériques ou savoir comment se guider comment être guidé dans une démarche de digitalisation. Ce qui est ressorti également dans les besoins, pardon. J'espère qu'on aura quelques années pour faire tout ça parce que c'est très précis et dense. Oui, oui, oui. On verra ce qu'on peut faire. Dans tous les cas, le travail qu'on mène vise après aussi à prioriser les choses qu'on va pouvoir faire dans un premier temps. On ne pourra évidemment pas tout faire, mais en tout cas, ce travail de recensement des enjeux, des besoins actuels des entreprises, il est vraiment important, de façon à voir après où est-ce qu'on va aller prioritairement et voir ce qu'on va pouvoir faire voilà, à court terme et puis après à moyen terme. Donc je termine juste pour vous faire part des besoins qui sont ressortis. Il en reste plus beaucoup non plus. Le besoin de pouvoir expérimenter des solutions, besoin de pouvoir faire de l'expérimentation et d'avoir des démonstrations de solutions. Et puis, bien sûr, toujours des besoins en matière de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises. À la fois de l'accompagnement sur la numérisation de segments métiers, mais aussi d'accompagnement plus profond de l'entreprise sur son modèle économique, sur sa culture d'entreprise, sur la conduite du changement face aux transformations profondes que peut générer le digital en entreprise. Voilà, et puis le besoin de pouvoir aussi renforcer l'internalisation des compétences numériques en entreprise de façon à ce que les entreprises n'aient pas systématiquement recours à du conseil externe, mais puissent de plus en plus intégrer ces compétences-là et travailler avec ces compétences en interne. Voilà, donc c'est un petit panorama des enjeux et des besoins qui sont ressortis de ce travail de concertation actuellement. Et voilà, donc comme je vous le disais et comme l'a très bien dit Bastien, on n'en est pas encore à pouvoir évoquer des actions ou des dispositifs en tant que tels, mais ça va être ça, en tout cas, ces enjeux et ces besoins qu'on va chercher à adresser dans une prochaine période à travers des actions et des dispositifs qui seront élaborés courant 2022. Merci beaucoup pour ce retour, ce témoignage. Peut-être qu'il y a des questions dans le public.
Moi j'avais déjà une question peut-être, d'ici combien de temps les décisions seront prises entre guillemets pour les opérateurs et d'ici combien de temps entre guillemets les acteurs de l'écosystème pourront se mobiliser pour mettre en œuvre tous ces plans? Est-ce que c'est une histoire de 6 mois, d'un an? Est-ce que tu as une visibilité sur le calendrier de la mise en œuvre de ce plan? Non, j'ai pas tout à fait de visibilité. L'année 2022 sera en bonne partie consacrée à l'élaboration de dispositifs ou de projets ou des plans d'action qui vont venir essayer de répondre aux enjeux et aux besoins qui auront été définis comme prioritaires. Donc ce sera à partir enfin, la fin de l'année 2022 ou deuxième semestre 2022 en tout cas, qu'il y a des choses qui commenceront à sortir. Mais voilà, ce sera difficile avant ça. C'était extrêmement intéressant effectivement et on a bien fait de tenir le coup pour t'avoir effectivement en visioconférence de façon à pouvoir avoir le témoignage de la région sur cette opération. C'était très intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de chantiers à venir, qu'il y a encore beaucoup de besoins. Je pense que la route est longue effectivement, mais que le résultat et l'impact est là. Donc merci beaucoup Pauline, merci beaucoup à tous les participants de cette table ronde, aux participants et aux spectateurs de s'être accrochés effectivement malgré les problèmes techniques, à toute la régie qui s'est battue pour pouvoir nous se connecter avec Pauline malgré les problèmes techniques et encore je le redis à Élise Brunet qui a piloté effectivement et qui m'a aidé à gérer ce projet tout au long de l'année. Voilà. Merci beaucoup, il est 18h, bonne fin de journée. Merci. On a un cocktail derrière, partez pas tout de suite. Et derrière, on se retrouve dès demain pour la suite du programme. Merci. Merci.